Ma femme a qualifié l'intimité d'oppression patriarcale, alors je l'ai opprimée par mon absence. Et j'ai regardé son idéologie woke s'effondrer complètement. Vous savez comment certaines personnes disent que le mariage change tout? Eh bien, elles ont raison. Mais je ne me serais jamais attendu à ce que ma femme se transforme en un manuel d'études de genre ambulant qui traitait notre chambre à coucher comme un champ de bataille contre le patriarcat. Cela a commencé il y a environ 3 mois. Je suis rentré du travail, prêt à passer du temps avec la femme avec qui j'étais marié depuis 4 ans. Et elle m'a balancé cette bombe. J'ai lu des choses sur les structures et les relations patriarcales et je pense que nous devons parler. J'aurais dû voir les signaux d'alarme immédiatement. La façon dont elle a dit structure patriarcale comme si elle donnait une conférence. La pile de livres sur notre table basse avec des titres que je ne pouvais même pas prononcer. Le changement soudain de la femme qui avait l'habitude de m'accueillir avec un baiser à quelqu'un qui me regardait comme si j'étais un cas d'étude. D'accord, ai-je dit en posant mes clés. À quoi penses-tu? Elle s'est lancée dans un discours de 15 minutes sur la façon dont les rôles traditionnels du mariage étaient conçus pour opprimer les femmes, comment l'intimité physique n'était souvent qu'une autre forme de domination masculine, et comment elle revendiquait son autonomie. Je suis resté là, essayant de traiter ce que j'entendais, me demandant si ma femme avait été remplacée par un robot activiste. Alors, qu'est-ce que tu dis exactement, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Je dis que je refuse de participer à l'oppression patriarcale dorénavant. À commencer par notre relation physique. Laissez-moi vous brosser un tableau. C'est la même femme qui, 6 mois plus tôt, avait initié l'intimité plus souvent que moi. La même femme qui se plaignait quand je travaillais tard parce que je lui manquais. Maintenant, elle me dit que toute notre relation était apparemment un stratagème élaboré pour la maintenir soumise. Tu es en train de me dire que lorsque nous sommes ensemble, je t'opprime, ai-je demandé, essayant sincèrement de comprendre sa logique. Ce n'est pas personnel, dit-elle comme si elle expliquait des mathématiques de base à un enfant. C'est systémique. L'attente que les femmes soient disponibles pour le plaisir masculin chaque fois que les hommes le veulent est une pierre angulaire du contrôle patriarcal. J'ai senti quelque chose changer en moi, mais pas de la manière dont elle s'y attendait probablement. Ce n'était ni de la culpabilité ni de la honte. C'était de la clarté. Une clarté cristalline sur le fait que j'avais affaire à quelqu'un qui avait décidé de voir notre mariage entier à travers le prisme de la politique de l'oppression. Quand ai-je jamais attendu de toi que tu sois disponible quand je le voulais, ai-je demandé. Quand ai-je jamais fait pression ou fait sentir que tu devais faire quoi que ce soit? Elle a commencé à débiter des statistiques sur la coercition conjugale et quelque chose appelé le consentement coercitif qu'elle avait appris de son nouveau groupe féministe en ligne. J'ai réalisé que je ne parlais plus à ma femme. Je parlais à une porte-parole de l'idéologie qu'elle avait absorbée. Ce soir-là, quand elle est allée se coucher, je me suis assis dans le salon, pensant à ce qui venait de se passer. 4 ans de mariage et soudain, je suis l'ennemi. Non pas à cause de quelque chose que j'avais fait, mais à cause de ce que je représentais dans sa nouvelle vision du monde. Au cours des semaines suivantes, la situation a empiré. Elle a commencé à analyser tout ce que je faisais à travers sa nouvelle lentille féministe. Si je tenais une porte ouverte, je pratiquais le sexisme bienveillant. Si je payais pour le dîner, je renforçais la dépendance économique. Si je complimentais son apparence, je l'objectivais. La femme qui adorait que je lui apporte des fleurs me faisait maintenant la morale sur le fait que les cadeaux étaient des gestes transactionnels conçus pour maintenir les déséquilibres de pouvoir. La femme qui se blottissait contre moi sur le canapé s'asseyait maintenant à l'autre bout, expliquant comment l'affection physique était une coercition normalisée. J'ai essayé de la raisonner. J'ai essayé de poser des questions sur ces nouvelles croyances. J'ai essayé de comprendre d'où cela venait. Mais chaque conversation se terminait de la même manière, avec elle utilisant un jargon académique pour expliquer pourquoi j'avais tort et pourquoi elle était éclairée. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines. J'avais eu une longue journée et je me suis penché pour lui faire un câlin. Quand je suis rentré à la maison, elle a reculé et a dit « J'ai besoin que tu demandes mon consentement avant d'initier un contact physique. » Je l'ai dévisagé. Je dois demander la permission pour faire un câlin à ma propre femme. Il s'agit de respecter les limites et de démanteler les hypothèses patriarcales sur l'accès au corps des femmes. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'essayait pas d'améliorer notre relation. Elle essayait de la détruire au nom de l'idéologie. Et je restais là à la laisser faire,
essayant d'être compréhensif pendant qu'elle démantelait systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Tu sais quoi, ai-je dit en reculant. Tu as absolument raison. Elle a semblé surprise. Je l'ai? Oui, tu as complètement raison sur l'oppression patriarcale, et je vais cesser de t'opprimer immédiatement. Elle a souri, pensant qu'elle avait remporté une sorte de victoire. Je suis contente que tu comprennes enfin. Oh, je comprends parfaitement, ai-je dit. À partir de maintenant, je ne t'imposerai plus aucune attente patriarcale. Plus de câlins oppressifs, plus de compliments coercitifs, plus de gestes d'affection problématiques. Tu m'as ouvert les yeux sur à quel point j'ai été terrible. Elle a hoché la tête, ne saisissant toujours pas le ton tranchant dans ma voix. C'est un vrai progrès. Absolument, ai-je convenu. En fait, je vais être si respectueux de tes limites que je ne t'accablerai plus de ma présence patriarcale, sauf en cas de nécessité absolue. Cette nuit-là, j'ai déménagé dans la chambre d'amis, non pas parce que j'étais blessé ou en colère, mais parce que j'en avais fini de jouer à un jeu où j'étais automatiquement le méchant. Si elle voulait traiter l'intimité comme une oppression, alors j'allais lui donner exactement ce qu'elle demandait. Une liberté totale de ma présence apparemment oppressive. Le lendemain matin, elle a semblé confuse quand je n'ai pas essayé de l'embrasser pour lui dire au revoir. Tout va bien, a-t-elle demandé. Tout est parfait, ai-je dit. Je respecte juste tes limites. Passe une bonne journée. Et c'est ainsi que j'ai décidé de donner à ma femme exactement ce qu'elle prétendait vouloir, un mariage complètement exempt d'oppression patriarcale. Elle était sur le point d'apprendre la différence entre la théorie et la réalité. Les jours suivants ont été pour le moins instructifs. Ma femme était passée de la remise en question de notre relation physique à l'interrogation de chaque aspect de notre mariage comme si elle menait une expérience de sociologie. Je me réveillais, me préparais pour le travail, et elle était là avec sa conférence matinale sur la façon dont la division du travail domestique renforçait les attentes genrées. Peu importait que nous ayons toujours partagé les tâches ménagères de manière assez équitable ou que je fasse la plupart de la cuisine parce que j'aimais vraiment ça. Maintenant, tout était la preuve d'une oppression systémique. Le fait que tu gères les finances est un exemple classique de contrôle économique, a-t-elle annoncé au petit déjeuner, lisant l'un de ses livres de théorie féministe. J'ai levé les yeux de mon café. Tu m'as demandé de gérer les finances parce que tu as dit que les mathématiques te donnaient de l'anxiété. C'est de la misogynie intériorisée, a-t-elle répondu sans hésiter. La société m'a conditionné à croire que je n'étais pas doué avec les chiffres. Alors, tu veux prendre en charge le budget, ai-je demandé. Il ne s'agit pas de qui, il s'agit de démanteler les structures patriarcales. Super. Le chéquier est dans le tiroir du bureau. Serre-toi. Elle a fait une pause, ne s'attendant clairement pas à ce que j'accepte si facilement. Eh bien, je veux dire, je n'ai pas le temps en ce moment de restructurer tout notre système financier. Bien sûr que non, ai-je dit en me levant pour partir au travail. Mais quand tu seras prête à démanteler cette structure particulière, fais-le-moi savoir. C'est devenu le schéma. Elle identifiait une nouvelle forme d'oppression dans notre relation. J'étais entièrement d'accord et proposais de la changer immédiatement, et elle faisait marche arrière avec des excuses sur pourquoi ce n'était pas le bon moment pour sa libération. Quand elle s'est plainte que le fait que je conduise la plupart du temps renforçait la domination masculine sur les transports, je lui ai tendu les clés et lui ai dit qu'elle pouvait conduire partout à partir de maintenant. Soudain, elle s'est souvenue qu'elle n'aimait pas conduire dans les embouteillages. Quand elle a dit que ma tendance à choisir les restaurants était un privilège décisionnel masculin, je lui ai dit qu'elle pouvait choisir chaque endroit où nous allions à partir de maintenant. Puis elle est devenue frustrée quand je n'offrais pas de suggestions parce que tu es passif-agressif. Le point de rupture est survenu quand elle a commencé à me faire la morale sur la charge émotionnelle. Elle avait rejoint ce groupe en ligne où des femmes passaient des heures à analyser chaque interaction avec leur mari comme s'il s'agissait de crimes de guerre. Elle faisait des captures d'écran de conversation et les publiait pour que d'autres femmes les dissèquent, à la recherche de formes cachées d'oppression. Le fait que tu me demandes comment s'est passée ma journée est en fait une forme de surveillance émotionnelle, m'a-t-elle informé un soir. J'ai posé ma fourchette. Demander comment s'est passée ta journée est de la surveillance? C'est un moyen de surveiller mes activités et mon état émotionnel. C'est un mécanisme de contrôle déguisé en sollicitude. Donc, tu ne veux pas que je te demande comment s'est passée ta journée. Je veux que tu reconnaisses que l'attente du partage émotionnel est un fardeau genré imposé aux femmes. Compris. Plus de questions sur ta journée.
Elle m'a regardé comme si j'avais manqué quelque chose. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu dois examiner pourquoi tu te sens en droit d'accéder à mon expérience émotionnelle. Je me suis adossé à ma chaise. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. J'ai été bien trop en droit d'accéder à ton expérience émotionnelle. À partir de maintenant, je garderai ma surveillance émotionnelle pour moi. Tu es sarcastique. Pas du tout. Je suis respectueux de tes limites. Tu as clairement indiqué que mon intérêt pour ta vie quotidienne est une forme d'oppression. Alors, je vais cesser de t'opprimer. Ce soir-là, quand elle a essayé de me raconter quelque chose qui s'était passé au travail, j'ai poliment dit, je ne veux pas m'engager dans une surveillance émotionnelle. Tu devrais partager ça avec quelqu'un qui ne l'utilisera pas comme un mécanisme de contrôle. Elle m'a dévisagé. Je veux le partager avec toi. Mais je pensais que le partage des expériences émotionnelles était un fardeau genré. Ça l'est, mais... Mais quoi? Soit c'est de l'oppression, soit ça ne l'est pas. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de crucial à propos de sa nouvelle idéologie. Il ne s'agissait pas réellement de créer une meilleure relation. Il s'agissait d'avoir un cadre qui lui donnait raison sur tout et me donnait tort sur tout. Peu importe ce que je faisais, cela pouvait être interprété comme de l'oppression. Si j'étais attentif, j'étais contrôlant. Si j'étais distant, j'étais négligent. Si j'étais romantique, je l'objectivais. Si je n'étais pas romantique, je la prenais pour acquise. La partie était truquée et j'avais décidé de ne plus jouer. J'ai commencé à traiter notre mariage comme un partenariat commercial. Poli, professionnel, efficace. Quand elle avait besoin de quelque chose, je m'en occupais sans émotion. Quand elle voulait discuter de quelque chose, j'écoutais sans m'engager. Quand elle essayait de commencer ses conférences féministes, je hochais la tête et disais, c'est une perspective intéressante avant de changer de sujet. Le changement était subtil mais radical. J'ai cessé d'essayer de me connecter avec elle émotionnellement parce qu'elle avait clairement indiqué que mes tentatives de connexion étaient des formes d'oppression. J'ai cessé d'être affectueux parce qu'elle m'avait dit que l'affection physique était coercitive. J'ai cessé de partager mes pensées et mes sentiments parce qu'elle m'avait informé qu'attendre une réciprocité émotionnelle était de la surveillance. En une semaine, elle devenait frustrée. « Tu es bizarre » a-t-elle dit. « Comment ça ? Tu es juste différent, distant. Je suis respectueux de tes limites. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Je voulais que tu comprennes la dynamique de l'oppression dans notre relation. Je comprends, et j'ai ajusté mon comportement en conséquence. Tu as dit que l'intimité était une oppression patriarcale, alors j'ai cessé d'être intime. Tu as dit que le partage émotionnel était de la surveillance, alors j'ai cessé de poser des questions personnelles. Tu as dit que l'affection physique était coercitive, alors j'ai cessé d'être affectueux. Je te donne exactement ce que tu as demandé. Elle avait l'air confuse. Mais tu agis comme si nous étions des étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes partenaires dans un mariage que tu as redéfini comme un champ de bataille politique. Je m'adapte simplement aux nouvelles règles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que de mon point de vue, tu as passé les 2 derniers mois à m'expliquer que tout ce que je fais en tant que mari est une forme d'oppression. Alors j'ai arrêté de faire ces choses. Problème résolu. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu me punis. Je respecte tes limites. Tu ne peux pas avoir les deux. Soit mon comportement était oppressif et tu es reconnaissante que j'ai arrêté, soit il n'était pas oppressif et tu es contrarié que j'ai arrêté. Lequel est-ce? Pour la première fois depuis que tout cela a commencé, elle n'avait pas de réponse tirée de son manuel de théorie féministe. Elle m'a juste regardé fixement comme si elle me voyait pour la première fois depuis des mois. Je pense que je dois appeler mon groupe, a-t-elle finalement dit. Excellente idée. Ils auront probablement des idées sur la façon dont ma distance respectueuse est en fait une nouvelle forme de contrôle patriarcal. L'expression sur son visage m'a dit que j'avais touché en plein dans le mille. Elle prévoyait déjà de recadrer mon comportement comme une autre forme d'oppression. Mais je ne m'en souciais plus. J'en avais fini d'essayer d'être le gentil dans une histoire où j'étais automatiquement le méchant. Si elle voulait vivre dans un monde où son mari était l'ennemi, alors elle pouvait vivre dans ce monde seule. L'appel avec son groupe féministe a duré 3 heures.
Je pouvais entendre sa voix à travers le mur de la chambre d'amis, expliquant notre situation à ces thérapeutes en ligne qui ne m'avaient jamais rencontré mais étaient apparemment qualifiés pour diagnostiquer mes crimes patriarcaux. Quand elle a finalement raccroché, elle est venue me trouver. Nous devons parler. Le groupe m'a aidé à comprendre ce que tu fais. Ce retrait émotionnel est en fait une forme de punition. Ça s'appelle l'obstructionnisme et c'est une tactique d'abus classique. J'ai levé les yeux de mon livre. Donc, quand tu t'es retiré de l'intimité, c'était de la libération. Quand je me retire de l'intimité, c'est de l'abus. C'est bien ça? C'est différent. Comment? Parce que j'établissais des limites basées sur des principes. Tu retiens l'affection pour me manipuler afin que je me conforme. L'audace était presque impressionnante. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu as passé 2 mois à me dire que mon affection était oppressive. Maintenant, tu es contrarié que je ne sois plus oppressif. Tu déformes mes mots. J'utilise tes mots exacts. Tu as dit que l'intimité physique était une oppression patriarcale. Tu as dit que le partage émotionnel était de la surveillance. Tu as dit que les gestes romantiques étaient de la manipulation transactionnelle. Je t'ai écouté et j'ai ajusté mon comportement en conséquence. Maintenant tu appelles ça de l'abus. Elle avait de nouveau ce regard, comme si elle cherchait dans son manuel mental la bonne réponse. Le groupe a dit que lorsque les hommes se retirent comme ça, c'est parce qu'ils essaient de punir les femmes pour avoir affirmé leur indépendance. Ton groupe d'étrangers sur Internet en sait plus sur mes motivations que moi. Ils ont l'expérience de ces schémas. Ce qu'ils ont, c'est une vision du monde qui exige que les hommes soient des méchants. Quand j'étais affectueux, j'étais oppressif. Quand je ne suis pas affectueux, je suis abusif. Il n'y a aucun scénario où je suis juste un type bien qui essaie de rendre sa femme heureuse. J'ai fermé mon livre et je l'ai regardé directement. Tu sais quoi? Ton groupe a raison sur une chose. Je me retire, mais pas pour te punir. Je me retire parce que tu as clairement indiqué que ma présence dans ta vie est une forme d'oppression. Alors, je te rends un service. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai perfectionné l'art de la distance respectueuse. J'étais poli mais pas chaleureux, serviable mais pas attentionné, présent mais pas engagé. Je la traitais comme une colocataire qui portait le même nom de famille que moi. Quand elle préparait le dîner, je la remerciais poliment et je mangeais sans essayer d'entamer la conversation. Quand elle me posait des questions sur ma journée, je donnais de brèves réponses factuelles. Quand elle essayait de discuter de l'actualité ou de partager quelque chose de drôle qu'elle avait vu en ligne, je hochais la tête et disais « c'est intéressant » avant de retourner à ce que je faisais. Le changement la rendait folle. Mais chaque fois qu'elle essayait de s'en plaindre, je lui rappelais que je respectais simplement les limites qu'elle avait établies. Comment pouvait-elle contester cela? Le vrai test est arrivé à l'approche de son anniversaire. Normalement, j'aurais passé des semaines à planifier quelque chose de spécial. J'aurais pris un jour de congé, je l'aurais surprise avec le petit déjeuner au lit, peut-être planifier une escapade de week-end. Mais tout cela tombait dans la catégorie des gestes patriarcaux qu'elle avait passé tant de temps à critiquer, alors je n'ai rien fait. Le matin de son anniversaire, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et je suis allé travailler comme n'importe quel autre jour. Pas de petit déjeuner au lit, pas de fleurs, pas de cadeaux, pas de plan de dîner spéciaux. Quand elle a demandé si j'avais prévu quelque chose, j'ai dit, je ne voulais pas imposer d'attente patriarcale à la célébration de ton anniversaire. Elle est restée là, en pyjama, l'air confus. Mais c'est mon anniversaire. Oui. Et je suis sûr que tu le célébreras de la manière qui te semble la plus authentique, sans aucune pression de ma part. Je pensais que peut-être nous pourrions faire quelque chose ensemble. On dirait que tu me demandes de planifier quelque chose de romantique, ce que tu as expliqué être une forme de manipulation transactionnelle. Je ne voudrais pas t'opprimer le jour de ton anniversaire. L'expression sur son visage était inestimable. Elle voulait être en colère, mais elle ne savait pas comment être en colère contre moi pour lui avoir donné exactement ce qu'elle avait demandé. Ce soir-là, elle était assise sur le canapé, l'air misérable, pendant que je lisais dans le fauteuil en face de la pièce. Finalement, elle a parlé. Ce n'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais que tu comprennes les dynamiques problématiques dans notre relation, pas que tu deviennes une personne complètement différente. Je ne suis pas devenu une personne différente. J'ai juste cessé de m'engager dans les comportements que tu as identifiés comme oppressifs.
Mais tu as cessé de t'engager dans tout. Parce que selon ton analyse, tout ce que je faisais était problématique. Mon affection était coercitive. Mon romantisme était manipulateur. Mon investissement émotionnel était de la surveillance. Mon intérêt pour ta vie était contrôlant. Alors, j'ai arrêté de faire tout ça. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Peut-être que j'ai été trop dur. Peut-être que tu as passé 2 mois à déconstruire systématiquement toute notre relation et à m'expliquer pourquoi chaque geste d'amour était en fait une forme d'oppression. Maintenant, tu es surprise que j'ai arrêté de faire ces gestes. J'essayais d'améliorer les choses. Non, tu essayais de gagner. Tu voulais avoir raison sur tout et me faire avoir tort sur tout. Tu voulais que je m'excuse d'être un homme qui aimait sa femme. Eh bien, félicitations. Tu as gagné. Je ne suis plus un homme qui aime sa femme. Je suis juste un homme qui partage un espace de vie avec sa femme. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais l'avoir traité ce que j'avais dit, essayant de trouver comment répondre. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda-t-elle finalement. « Je n'attends rien de toi. C'est tout le problème. J'ai cessé d'attendre quoi que ce soit de toi parce que tu as clairement indiqué que le fait que j'attende quoi que ce soit de toi était oppressif. Alors, et maintenant ? Maintenant, tu vis dans le monde que tu as créé. Un monde où ton mari ne t'accable pas de son affection patriarcale ou de ses gestes romantiques oppressifs. Un monde où tu es complètement libre de la terrible expérience d'être aimé par un homme. » Elle avait l'air sur le point de pleurer, mais je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de satisfaction, juste une compréhension calme et claire qu'elle avait fait son choix et qu'elle vivait maintenant avec les conséquences. « Je pense que j'ai fait une erreur » a-t-elle murmuré. « Vraiment ? Ou es-tu juste mécontente des résultats d'avoir obtenu exactement ce que tu as demandé ?» Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée assise là, à regarder l'étranger en qui elle avait transformé son mari, comprenant enfin que parfois, on obtient exactement ce que l'on souhaite. L'admission qu'elle avait fait une erreur aurait dû être un moment décisif. Au lieu de cela, elle a marqué le début de la phase la plus frustrante de toute cette épreuve. Car admettre qu'elle avait tort n'était pas la même chose que de changer réellement son comportement. Au cours de la semaine suivante, elle a commencé à tâter le terrain. De petites tentatives pour voir si je m'adoucissais, si ma résolution se fissurait. Elle me frôlait dans la cuisine, faisait des commentaires subtils sur le fait que le passé lui manquait, ou essayait d'engager des conversations sur notre relation. À chaque fois, je maintenais ma distance respectueuse. Quand elle me frôlait, je m'écartais poliment. Quand elle faisait des commentaires nostalgiques, je hochais la tête et changeais de sujet. Quand elle essayait de discuter de notre relation, je lui rappelais que je respectais simplement les limites qu'elle avait établies. « Tu ne peux pas rester comme ça pour toujours » a-t-elle dit un soir, clairement frustrée. Comme quoi ? Froid, distant, comme si tu ne me connaissais même pas. Je ne suis pas froid. Je suis respectueux. Il y a une différence. Ce n'est pas du respect. C'est une punition. J'ai posé mon café et je l'ai regardé. Tu sais à quoi ressemblerait une punition ? Une punition serait que je te fasse ce que tu m'as fait. Une punition serait que j'analyse tout ce que tu fais à travers une idéologie qui te donne automatiquement tort. Une punition serait que je te fasse la morale sur la façon dont ton comportement est problématique tout en exigeant que tu changes pour t'adapter à ma vision du monde. Je n'ai jamais fait ça. Tu as passé 2 mois à faire exactement ça. Tu as pris chaque geste d'affection que j'ai jamais fait et tu l'as recadré comme de l'oppression. Tu as rejoint un groupe d'étrangers en ligne qui t'ont aidé à disséquer notre mariage comme s'il s'agissait d'un cas d'étude sur l'abus patriarcal. Tu as fait de moi le méchant de ma propre histoire d'amour. Elle avait l'air mal à l'aise. J'essayais de grandir. Tu essayais de gagner. Et tu as gagné. Tu as réussi à me convaincre que mon amour était oppressif. Alors, j'ai cessé de l'exprimer. Problème résolu. Mais je ne veux pas que tu cesses de l'exprimer. Alors tu n'aurais pas dû passer 2 mois à m'expliquer pourquoi l'exprimer était mal. C'était le piège qu'elle s'était créé. Elle voulait revenir à la situation d'avant, mais elle ne pouvait pas admettre que tout son éveil féministe avait été mal avisé. Elle était coincée entre le désir de mon affection et le maintien de sa position idéologique selon laquelle mon affection était problématique. La solution qu'elle a trouvée a été d'essayer d'avoir les deux. Elle m'abordait avec le vocabulaire de sa théorie féministe,
mais avec l'attente que je le traduise en interaction humaine normale. Je pense que nous devrions travailler à reconstruire notre intimité émotionnelle d'une manière qui honore notre autonomie à tous les deux, a-t-elle dit un soir. Cela semble être un excellent projet sur lequel tu pourrais travailler. Je veux dire, ensemble. Pourquoi travaillerais-je à reconstruire quelque chose que tu as passé tant de temps à expliquer comme étant nuisible? Parce que je veux que nous trouvions une dynamique plus saine. La dynamique que nous avons maintenant est parfaitement saine. Tu as une autonomie complète. Je ne fais aucune demande sur ton temps, ton attention ou ton affection. Je n'impose aucune attente patriarcale. Tu es libre de vivre ta vie exactement comme tu le choisis, sans aucune contribution de ma part. Ce n'est pas ce que je voulais dire par autonomie. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle fit une pause, luttant manifestement. Je voulais dire que nous devrions tous les deux nous sentir libres d'exprimer notre moi authentique sans jugement. Génial. J'exprime mon moi authentique. Mon moi authentique a appris qu'exprimer de l'amour envers toi est considéré comme de l'oppression. Donc, mon moi authentique a cessé de le faire. Tu es délibérément obtus. Je suis délibérément cohérent. Tu ne peux pas passer des mois à m'apprendre que mon comportement est mauvais et ensuite être contrarié quand je change mon comportement. La conversation tournait en rond comme ça pendant 1 heure. Elle voulait que je comprenne que son éveil féministe était toujours valide, mais elle voulait aussi que je recommence à ignorer tout ce qu'elle en avait appris. Elle voulait garder sa supériorité morale tout en récupérant le mari qu'elle avait chassé. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Quand elle a essayé de se blottir sur le canapé, je me suis poliment déplacé vers le fauteuil. Quand elle a suggéré que nous regardions un film ensemble, je disais que j'avais d'autres projets. Quand elle a demandé si je voulais sortir dîner, je lui ai rappelé que le fait que je choisisse les restaurants était une expression du privilège décisionnel masculin. Tu utilises mes propres mots contre moi, s'est-elle plainte. J'utilise ta propre sagesse pour guider mon comportement. Ne devrais-tu pas être fier que j'ai si bien assimilé tes leçons? Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a essayé d'initier une intimité physique. Je lisais au lit quand elle s'est glissée sous les couvertures à côté de moi, portant la nuisette qu'elle savait que je trouvais attirante. Tu me manques, a-t-elle murmuré en se rapprochant. J'ai fermé mon livre et je l'ai regardé. Je pensais que l'intimité était une oppression patriarcale. Je me suis trompé à ce sujet. Vraiment? Ou réalises-tu simplement que l'idéologie que tu as adoptée a des conséquences que tu n'aimes pas? Est-ce que ça a de l'importance? Ça a de l'importance pour moi. Parce que si tu te trompais à ce sujet, sur quoi d'autre te trompais-tu? Te trompais-tu sur le fait que le partage émotionnel était de la surveillance? Te trompais-tu sur le fait que les gestes romantiques étaient de la manipulation? Te trompais-tu sur le fait que mon affection était coercitive? Elle n'a pas répondu. Tu vois, voilà le truc, ai-je continué. Tu ne peux pas simplement choisir les parties de ton illumination à garder en fonction de ce qui t'arrange. Soit ton analyse féministe de notre relation était correcte, auquel cas tu devrais être reconnaissante que j'ai cessé de t'opprimer, soit elle était incorrecte. Auquel cas tu me dois des excuses pour 2 mois de traitement comme un ennemi. Je ne te dois rien. Tu as raison. Tu ne me dois rien. Et je ne te dois rien non plus. Je ne te dois pas d'affection, de romantisme, de disponibilité émotionnelle ou d'intimité physique. Surtout pas après que tu aies passé tant de temps à m'expliquer pourquoi ces choses étaient nuisibles. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Dans la chambre d'amis. Je ne voudrais pas imposer ma présence patriarcale dans ton espace de sommeil. En descendant le couloir, je pouvais l'entendre pleurer. Une partie de moi voulait retourner la réconforter, arranger ça. Mais cette partie de moi était exactement ce qu'elle avait passé 2 mois à essayer de détruire. Elle avait réussi à tuer le mari qui aurait remué ciel et terre pour la rendre heureuse. Ce qui restait était un homme qui avait appris que parfois, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer au jeu complètement. Les pleurs ont duré environ 1 heure, puis le silence. Puis, vers 2 heures du matin, elle a frappé à la porte de la chambre d'amis. Pouvons-nous parler? J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là en pyjama, les yeux rouges et gonflés, l'air d'avoir traversé un ouragan émotionnel. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. D'accord. Je déteste ce que je suis devenu. Je déteste ce que j'ai fait de nous. Je déteste avoir pris les meilleures parties de notre mariage et les avoir transformées en problèmes à résoudre. J'ai attendu.
Le groupe faisait paraître tout si logique. Ils avaient des explications pour chaque dynamique de notre relation, et toutes les explications faisaient de toi le méchant. C'était puissant d'avoir ce cadre qui expliquait pourquoi je me sentais parfois frustré ou agité. Mais je pense que je cherchais juste quelqu'un à blâmer. Pourquoi? Pour m'ennuyer. Pour avoir l'impression que je ne grandissais peut-être pas en tant que personne. Pour me demander s'il y avait quelque chose de plus excitant là-dehors que ce que nous avions. Enfin, un peu d'honnêteté. Alors, au lieu de me parler du fait que tu t'ennuyais ou que tu étais agité, tu as décidé que le problème était l'oppression patriarcale. Cela semblait plus facile que d'admettre que j'étais égoïste et ingrate. Et maintenant? Maintenant je réalise que détruire quelque chose de bien ne fait pas de vous un révolutionnaire. Cela fait juste de vous quelqu'un qui a détruit quelque chose de bien. Elle me regarda avec espoir, attendant un signe que cette confession avait changé les choses entre nous. J'apprécie que tu me dises ça, ai-je dit. Mais l'appréciation n'est pas la même chose que la confiance. Que faudrait-il pour que tu me fasses à nouveau confiance? Je ne sais pas si c'est possible. Tu n'as pas seulement été en désaccord avec moi sur quelque chose. Tu as démantelé systématiquement toute notre relation et tu t'es convaincu que mon amour était une forme d'oppression. Comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui peut recadrer 4 ans de mariage comme de l'abus? J'étais confuse. Tu as été cruel. Et le pire, c'est que tu n'as pas seulement été cruel avec moi. Tu as été cruel avec toi-même. Tu as pris un homme qui t'adorait et tu l'as transformé en quelqu'un qui te traite comme une étrangère. Je sais. Vraiment? Parce que même maintenant, tu ne t'excuses pas vraiment pour ce que tu as fait. Tu expliques pourquoi tu l'as fait. Tu demandes ma compréhension au lieu de prendre tes responsabilités. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu as raison. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir traité comme un ennemi. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que ton amour n'était pas voulu. Je suis désolé d'avoir choisi l'idéologie plutôt que notre mariage. Merci. Est-ce que ça change quelque chose? C'est un début, mais les excuses ne réparent pas les dégâts. Elles reconnaissent seulement que des dégâts ont été causés. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je l'ai regardée, debout dans notre couloir. Cette femme avec qui j'avais construit une vie, qui avait passé des mois à démolir tout ce que nous avions construit ensemble. Maintenant, tu dois décider ce que tu veux vraiment. Veux-tu un mariage où ton mari te traite comme une partenaire bien-aimée? Ou veux-tu vivre dans un monde où ce traitement est considéré comme de l'oppression? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Je veux retrouver mon mari. Ton mari est parti. Tu l'as tué avec ta théorie féministe et ton groupe de soutien en ligne. Ce qui reste, c'est un homme qui a appris que t'aimer est dangereux. Ce n'est pas juste. Juste? Tu as passé 2 mois à m'expliquer pourquoi tout ce que je faisais était mal, et maintenant tu penses que c'est injuste que j'ai appris la leçon que tu enseignais. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Pas manipulateur ou apitoyé, juste brisé. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle murmuré. Peut-être que tu ne peux pas. Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Peut-être que le mieux que tu puisses faire est d'accepter que les choix ont des conséquences, et tu as choisi de privilégier le fait d'avoir raison plutôt que d'être heureuse. Je me suis retourné pour rentrer dans la chambre d'amis. Attends, a-t-elle dit. Et si je jetais tous les livres? Et si je quittais le groupe? Et si je ne mentionnais plus jamais le patriarcat ou l'oppression? J'ai fait une pause. Alors tu serais quelqu'un qui change ses croyances profondes chaque fois qu'elles deviennent gênantes. Ce n'est pas mieux. C'est juste différent. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu le penses quand tu dis que tu es désolé. Je veux que tu comprennes que l'amour n'est pas de l'oppression, même quand il est imparfait. Je veux que tu choisisses notre mariage plutôt que ton idéologie. Mais surtout, je veux que tu le fasses parce que tu y crois, pas parce que les avantages d'être aimé te manquent. J'y crois. Nous verrons. J'ai fermé la porte, la laissant dans le couloir avec les décombres de tout ce qu'elle avait détruit. Comprenant enfin qu'obtenir exactement ce que l'on demande n'est pas toujours ce que l'on veut. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du café et du petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner, pas la routine habituelle de prendre quelque chose à la va-vite dans laquelle nous étions tombés. Quand je suis entré dans la cuisine, elle était debout devant la cuisinière, entièrement habillée, coiffée,
en train de faire des crêpes. Bonjour, dit-elle doucement. Bonjour. J'ai préparé le petit déjeuner. Je pensais que nous pourrions peut-être nous asseoir et manger ensemble comme avant. Comme avant que s'asseoir ensemble ne devienne une dynamique de table patriarcale. Elle a grincé des dents. Je le mérite. Au cours de la semaine suivante, elle a tout essayé. Elle a jeté les livres féministes, quitté les groupes en ligne, cessé d'analyser notre relation à travers des cadres idéologiques. Elle a commencé à initier la conversation, essayant de reconstruire la connexion qu'elle avait systématiquement détruite. Mais voici ce qu'elle ne comprenait pas. La confiance ne se reconstruit pas par des actions. Elle se reconstruit avec le temps. Et le temps ne recule pas. J'ai observé ses efforts avec le détachement émotionnel de quelqu'un qui observe une expérience scientifique. Elle essayait de jouer le rôle de l'épouse aimante. Mais la performance n'est pas la même chose que l'authenticité. Elle faisait toutes les bonnes choses pour toutes les mauvaises raisons. J'ai tout supprimé, a-t-elle annoncé un soir. Tous les groupes, tous les contacts, tous les articles sauvegardés. J'en ai fini avec tout ça. Pourquoi? Parce que je veux sauver notre mariage. Ce n'est pas une raison, c'est un objectif. Pourquoi veux-tu sauver notre mariage? Elle fit une pause, ne s'attendant manifestement pas à la question. Parce que je t'aime. Vraiment? Ou aimes-tu l'idée d'être marié? M'aimes-tu? Ou aimes-tu la sécurité et le confort que je fournis? Je t'aime. Alors pourquoi as-tu passé 2 mois à essayer de me convaincre que mon amour était nuisible? Parce que je me suis trompé. Sur quoi précisément? Elle a lutté avec ça. Surtout. Ce n'est pas suffisant. Si tu ne peux pas articuler sur quoi tu t'es trompé, alors tu ne comprends pas vraiment ce que tu as fait de mal. C'était le test. Pas de savoir si elle pouvait s'excuser, mais si elle pouvait comprendre la profondeur de ce qu'elle avait détruit. Je me suis trompé sur le fait que ton affection était oppressive, a-t-elle dit. Finalement. Je me suis trompé sur le fait que le romantisme était manipulateur. Je me suis trompé sur le fait de voir notre relation comme une lutte de pouvoir au lieu d'un partenariat. Et je me suis trompé sur le fait de privilégier l'idéologie plutôt que l'homme que j'ai épousé. Bien. Maintenant, voici ma question. Comment puis-je savoir que tu ne recommenceras pas? Parce que j'ai appris ma leçon. Vraiment? Ou as-tu juste appris que cette leçon particulière a des conséquences que tu n'aimes pas? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu comprennes que le problème n'était pas le féminisme. Le problème était que tu étais prête à jeter notre mariage pour n'importe quelle idéologie qui te faisait te sentir supérieure. Aujourd'hui, c'est la théorie féministe. Demain, ce sera peut-être autre chose. Mais le schéma est le même. Tu sacrifieras notre relation pour te sentir vertueuse à propos de quelque chose. Ce n'est pas juste. Vraiment? Tu as pris 4 ans d'amour et tu les as recadrés comme de l'oppression parce que des étrangers sur Internet t'ont dit que c'est ce que font les femmes éclairées. Tu as choisi leur validation plutôt que notre mariage. Que se passera-t-il lorsque tu trouveras le prochain groupe de personnes qui te feront te sentir spécial en rejetant quelque chose de bien dans ta vie? Elle n'avait pas de réponse. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas devoir prouver que tu as changé. Pas avec des mots, mais avec le temps. Pas avec des excuses, mais avec un comportement constant. Et tu vas devoir le faire tout en comprenant que je ne te ferai peut-être jamais plus entièrement confiance. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. Peut-être des mois, peut-être des années, peut-être pour toujours. Ce n'est pas juste non plus. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que je doive reconstruire la confiance en ma propre femme. Ce n'est pas juste que je doive me demander si la femme que j'ai épousée va se réveiller demain et décider qu'autre chose dans notre relation est problématique. Ce n'est pas juste que je doive choisir entre t'aimer et me protéger de toi. Elle s'est remise à pleurer, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. Cet instinct m'avait été retiré. Je veux juste que les choses redeviennent normales, a-t-elle murmuré. La normalité n'existe plus. Tu t'en es assuré. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau, mais ce ne sera jamais ce que nous avions avant. Et si je ne peux pas te le prouver? Alors tu devras vivre avec les conséquences de tes choix. Et si je le peux?
Alors peut-être que nous aurons un mariage qui vaut la peine d'être sauvé. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine. Cette femme qui avait été ma partenaire, ma meilleure amie, mon amante et mon adversaire, tout cela en l'espace de quelques mois. Je vais essayer, a-t-elle dit. Bien. Parce que j'ai fini d'essayer. J'ai fini d'être le seul à me battre pour nous. J'ai fini de trouver des excuses pour un comportement qui a failli détruire quelque chose que j'appréciais. À partir de maintenant, c'est à toi de te prouver à moi, pas l'inverse. Je me suis levé et j'ai commencé à partir. Où vas-tu? Vivre ma vie. Avec ou sans toi. C'est à toi de faire ce choix. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais à nouveau moi-même. Pas l'oppresseur qu'elle avait fait de moi. Pas le paillasson que j'avais failli devenir, mais l'homme qui connaissait sa valeur et ne se contenterait pas de moins que ce qu'il méritait. Qu'elle choisisse ou non de répondre à cette norme dépendait d'elle, mais j'avais fini de l'abaisser pour accommoder sa confusion.